Si j'ai envie de raconter des petits riens de la vie quotidienne, c'est parce que j'attache de l'importance à l'expression des balancements, des incertitudes que les gens vivent au quotidien, de leurs sentiments profonds dans les relations avec les autres. Dans la vie quotidienne, on ne voit pas souvent des gens hurler ou pleurer en se roulant à terre. Si mes mangas ont quelque chose d'asiatique, c'est peut-être parce que je m'attache à rendre au plus près de la réalité quotidienne des sentiments des personnages. Si on y pénètre en profondeur, une histoire peut apparaître même dans les plus petits et les plus banals événements du quotidien. C'est à partir de ces moments infimes que je crée mes mangas. Jiro Taniguchi, mangaka sacré chevalier des arts et des lettres en 2015, est récompensé en 2001, 2003 et 2005 au Festival de la BD d'Angoulême. Si son approche qu'il qualifie lui-même d'asiatique est en rapport avec la réalité des sentiments qu'il dépeint, son style de dessin, lui, est au croisement des techniques occidentales et japonaises. On y retrouve l'utilisation de traits fins et de paysages très détaillés remplis de personnages aux proportions qui s'éloignent des conventions du manga. Le paradoxe, c'est que tout en étant mangaka, mon style est assez proche de la bande dessinée à l'européenne et que je mets beaucoup d'éléments dans chaque image. Je me situe sans doute entre la BD et le manga de ce point de vue. Et c'est peut-être ce qui fait que pour certains lecteurs japonais, mes mangas sont difficiles à lire. En 2020, il coécrit le manga Icar avec le français Jean Giraud, alias Moebius, qui l'ancre encore plus dans cet entre-deux. Taniguchi est un auteur qui a su perfectionner la maîtrise de la temporalité. Lire Taniguchi, c'est se plonger dans un univers semblable au nôtre, où le temps s'écoulerait d'une manière particulière. Comme chez Proust, les œuvres du mangaka sont lentes, calmes, pour nous faire mieux observer le monde qui nous entoure et être en pleine conscience de nos petits gestes quotidiens. C'est avant tout pour lui un moyen de s'interroger sur l'existence humaine, et comme il l'a dit, mettre en scène des relations. Cette approche, qui s'éloigne du mélodrame, ressemble à celle que le cinéaste Yasujiro Ozu adoptait en évinçant les éléments phares d'une trame narrative. Si on parle de mariage à venir dans un chapitre, il se peut que nous n'ayons jamais à vivre cet événement et que le mariage soit juste évoqué comme ayant eu lieu au chapitre d'après. La focale se concentre sur ce qui entoure ces événements majeurs, notre vie quotidienne. C'est pour ça que l'on voit chez le mangaka des sujets divers comme l'art de faire à manger dans Le Gourmet solitaire, les animaux de compagnie dans Un zoo en hiver, ou la difficulté de grimper une montagne dans Le sommet des dieux. Mais ce sont toujours au travers des instants qui paraissent banals qu'il fait pourtant ressortir toute la beauté de ce qui fait de nous des hommes. Un des moments qui pourrait illustrer cela est l'instant de la disparition du père de Hiroshi dans Quartier lointain. Je retournais dans mon enfance et je réussissais à déclarer ma flamme à la jeune fille dont j'étais amoureux au collège. J'ai brodé sur cette idée, la possibilité de retrouver sa vie et son corps d'enfant en gardant son esprit d'adulte. Avec évidemment toutes les conséquences que cela impliquerait et surtout cette question lancinante, si je remontais le cours du temps, profiterais-je de tout ce que je sais pour changer l'avenir ? Sorti en 1998, Quartier lointain raconte l'histoire de Hiroshi, un homme de 48 ans qui peine à se remettre de sa soirée alcoolisée. Ses déboires avec l'alcool le font se tromper de train et le faire arriver par hasard dans la gare de la ville de son enfance. Perdu, ne sachant où aller, il décide d'en profiter pour aller sur la tombe de sa mère pour lui rendre hommage. Mais des maux de tête trop violents le font s'évanouir à même le sol, devant la tombe. À son réveil, il constate avec stupéfaction qu'il n'est plus un homme de 48 ans, mais le jeune qu'il était quand il avait 14 ans, 3 mois avant la disparition de son père. Se suivent alors 3 grandes étapes du récit. La première étant la découverte du passé, qui pousse Hiroshi à se questionner sur la réalité de ce qui l'entoure. La deuxième grande étape est celle de l'acceptation. Cette fois, Hiroshi commence à s'habituer à sa nouvelle vie et à revivre les petites choses du passé. Puis la troisième étant celle du départ du père, que nous allons voir à l'instant et qui enclenche le retour à la réalité de Hiroshi. Il commençait à se plaire dans son rêve. Il pouvait revenir sur les erreurs qu'il avait commises, aider ses amis d'une autre façon grâce à sa maturité. C'était un moyen pour lui d'échapper à sa vie, de ne plus revenir chez lui et à son travail en tant qu'homme de 48 ans. Se replonger dans l'enfance pour Hiroshi est un affranchissement des responsabilités qui pèsent sur nous une fois adultes.
et une possibilité de revenir vers l'innocence d'une vie qui ne peut être remplie d'obligations. Son village d'enfants est vu à travers des yeux remplis de nostalgie et un cœur chargé de mélancolie qui lui font oublier progressivement qu'il a une vie qui l'attend au-delà du rêve. La rencontre avec le père juste avant son départ est un point d'articulation dans sa confusion du monde, puisque c'est à travers le dialogue qu'ils entretiennent que Hiroshi comprend qu'il a fait comme son père, fuir. Depuis le début, il accepte la suspension d'incrédulité de son rêve pour s'échapper de la réalité. C'était un moyen pour lui de repousser ses responsabilités et de repartir de zéro dans ce quartier lointain. On apprend à travers cette scène les motivations du père qui sont très similaires. Sa vie, même si elle lui convenait à un moment, a fini par le lasser. Il se laissait traîner inexorablement par le cours du temps. Par peur de ne plus avoir de choses nouvelles à explorer, il a décidé de prendre le train et de laisser sa famille derrière, pour, l'espérait-il, avoir l'opportunité de recommencer. Cette scène nous montre comment le temps est une chose qui nous rattrape et ne s'arrête jamais, et que sans s'en rendre compte, on a déjà 48 ans, et on ne peut plus regarder le passé avec nostalgie. On peut aussi y voir l'enfant qui refuse de faire les mêmes erreurs que ses parents, mais qui finit par inadvertance à leur ressembler. Ce qui ressort de cette scène, c'est surtout une ambiance très solennelle et triste, puisqu'on voit les personnages évoluer au travers d'une situation compliquée. Mais on apprend aussi des choses sur nous. On nous fait voir le monde sous un autre jour. Afin de faire ressentir tout ça, il a fallu que la mise en scène soit forte. Comme vous le savez, un manga se lit de droite à gauche. La version japonaise de Quartier Lointain n'échappe pas à cette règle. Mais la version française a été complètement remaniée pour que la lecture puisse se faire de gauche à droite. Ce remaniement a été fait pour que nous puissions être plus facilement en immersion. On peut noter aussi que les onomatopées, normalement écrites en katakana, ont été redessinées dans notre alphabet, ce qui n'est pas toujours le cas dans les mangas traduits. Le format, quant à lui, est en A4 avec une couverture souple, ce qui encore une fois est inhabituel pour un manga. Peut-être peut-on voir ça comme un geste commercial pour mieux se rapprocher du format de la BD franco-belge, si on nommait le fait que la couverture ne soit pas rigide. Cependant, comme on l'a vu, Taniguchi a été très influencé par des auteurs français comme Moebius. Je pense qu'il a voulu faire en sorte que ce croisement entre BD et manga soit apparent dès le format même. Sur les planches de la scène, nous pouvons observer que les cases n'ont pas des formes excentriques, la plupart du temps étant carrées ou rectangulaires pour prendre un certain recul sur les choses et montrer la scène ni comme dramatique, ni comme dynamique, mais plutôt comme neutre avec un certain cadre. D'ailleurs, on peut repérer un schéma à répétition dans la construction des planches puisque 8 d'entre elles sur 11 ont des cases rectangulaires assez grandes situées en bas et en haut qui entourent d'autres cases plus petites au centre. Sans rentrer dans la surinterprétation, on voit que la disposition des cases est faite de façon millimétrée pour dessiner une mise en scène réaliste. C'est aussi une question de temporalité, puisque nous allons lire toutes les pages au même rythme et se laisser porter inconsciemment par le temps qui s'écoule. Chaque planche apporte un tempo qui fait se rapprocher progressivement le départ du père. Et quand celui-ci arrive, la composition en est chamboulée. D'abord par une inversion du schéma, puis par un rythme différent, presque arythmique, pour créer un effet de soudaineté, mais aussi briser le temps qui passe, puisque c'est à ce moment-là que Hiroshi se rend compte qu'il était en train de rêver et qu'il aperçoit sa famille du vrai monde. Cette prise de conscience est d'autant plus renforcée par l'utilisation d'un zoom depuis un gros plan à un très gros plan qui entoure le souvenir. On peut aussi remarquer que c'est le seul moment où les onomatopées dépassent les cases et sont utilisées comme le symbole d'un réveil pour Hiroshi. Concernant la composition même des cases, on remarque 2 types de plans principaux. Tout d'abord, les plans rapprochés, où le père et le fils ne sont jamais montrés ensemble, même lorsqu'ils dialoguent, pour créer de la distance entre eux. Sauf au moment du départ du père, où ils sont montrés en plan rapproché et en gros plan, pour montrer que Hiroshi prend conscience qu'il devient comme son père et le comprend enfin. À partir du moment où les embrassades cessent, 8 cases se succèdent où ils sont séparés, dont une où ils sont montrés ensemble. Puis la composition classique des cases revient à la normale. Le deuxième type de plan principal que l'on retrouve dans cette scène sont les plongées et les contre-plongées qui sont placés à des angles divers, mélangés avec des plans face au banc, que ce soit devant ou derrière.
Ces plans donnent l'impression qu'il y a plein de caméras situées autour d'eux, comme s'ils étaient observés de partout et qu'une présence les regardait. Peut-être qu'il s'agit de la famille de la vraie vie de Hiroshi, qu'il revoit une fois le train arrivé en gare. Concernant les plans que j'ai qualifiés de contre-plongée, j'irai plus loin en disant qu'ils font penser aussi à des tatami shots, plans inventés par Yasujiro Ozu, qui veut que la caméra soit posée à même le sol, comme ici, où la caméra est sur le sol, mais aussi sur le banc. Ce ne sont pas les seuls plans qui nous rappellent le cinéma de Ozu, puisque l'introduction de cette scène de quartier lointain est faite par une case qui montre l'extérieur, avant de montrer le décor simple et épuré, très symétrique, des deux personnages assis sur le banc. Ozu avait l'habitude de passer d'une scène à une autre avec des plans de transition qui montrent l'extérieur, avant de passer à un plan qui montre le décor dans son ensemble, avec beaucoup d'attention à la symétrie et aux détails. Cette comparaison n'est pas si étonnante quand on voit ce que dit Taniguchi à propos de Ozu. C'est une influence directe. J'ai été marqué par Voyage à Tokyo et Printemps tardif. Je les ai vus enfant, mais sans en apprécier toute la portée. Je m'y suis vraiment intéressé quand j'avais 30 ans. J'aime l'universalité et l'intemporalité de ces histoires et la simplicité efficace avec laquelle il les raconte. Aujourd'hui, j'y pense à chaque fois que je dessine un manga. C'est pour cela que l'on retrouve dans l'œuvre de Taniguchi le chant contre chant si caractéristique d'Ozu lorsque deux personnages se parlent en regardant directement la caméra. Ce procédé permet de donner l'impression que les personnages s'adressent directement à nous, pour créer à la fois un semblant de réel, mais c'est également un moyen pour le réalisateur/dessinateur de nous poser ces questions directement. Lorsque le père dit « C'est vraiment toi ?», nous sommes invités à nous poser la question indirectement. Vivons-nous actuellement la vie que nous rêvions ? Et en lisant ce passage, on se pose des questions sur qui on est devenu, à quel point on a grandi et si on est devenu plus mature. Lorsque le père nous demande cela, il y a une part de Hiroshi en nous qui se développe. Une part de nous qui veut parler aux personnes qui constituaient notre passé pour rattraper les erreurs ou les oublis. Mais si nous avions la possibilité de revenir en arrière et de parler aux personnes oubliées, ils nous regarderaient droit dans les yeux pour nous dire exactement « C'est vraiment toi ?» Ce que j'aime dans cette scène, c'est qu'en évoquant de manière si forte le rêve, avec ces lumières qui s'évanouissent dans le décor, ce train qui symbolise à la fois le voyage mais aussi la destinée puisqu'il avancera toujours sur ses rails, et puis le réveil avec la sonnerie du train et le retour à la réalité, cela crée une véritable nostalgie. Hiroshi jeune n'avait pas pu arrêter son père, et Hiroshi qui retourne dans le passé ne peut pas non plus, puisqu'il n'est plus le même, et dès le deuxième départ du père, nous sommes aussi touchés que Hiroshi d'avoir échoué à le retenir. Exactement comme lorsque nous ressassons les vieux démons en disant des phrases qui commencent par « et si » en boucle, mais finalement ne changent rien. Le message que nous fait passer Taniguchi, c'est évidemment le même que Proust. Ça ne sert à rien de s'accrocher au passé. Plus on essaye de le revivre, et plus il s'échappe. L'important c'est d'y mettre un terme et d'aller de l'avant, comme le fait le père de Hiroshi. En acceptant cela, Hiroshi revient à la réalité, mais une autre réalité, comme une troisième où son passé serait désormais vraiment révolu et ne s'imbriquerait pas sans arrêt avec le présent pour l'interrompre et lui demander de réciter nos phrases en « et si » encore une fois. Mais Taniguchi ne dit pas seulement cela. Il essaye aussi de nous expliquer qu'il ne faut pas oublier notre âme d'enfant et nous faire avoir par les rouages du temps qui ne se stopperont jamais pour nous. Sans s'en rendre compte, on vieillit. Alors pour lui, il vaut mieux être le plus conscient de ce qui nous entoure pour ne pas stagner dans le temps et devoir ressasser le passé en quête de réponse. Même si, et on l'aura compris en lisant Quartier lointain, revenir sur son passé est une étape inévitable pour le développement d'une personne. Personne ne devient jamais vraiment adulte. L'enfant que nous avons été est toujours là, bienveillant tout au fond de nous. Il est comme ce ciel. Avec le temps, nous croyons grandir, mais la maturité n'est qu'un leurre, une entrave à notre âme libre d'enfant. En revivant mes 14 ans, j'avais l'impression de découvrir ce qui m'avait échappé jusqu'alors. C'est une fin de tournage, c'est une fin de tournage, c'est fini. Cette vidéo était très dure à faire. Mais elle était bien.